Europe Matin, Patrick Cohen. Voici le journal de Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. D'abord, un dramatique incendie dans un immeuble de Mulhouse. Cette nuit, le dernier bilan est de 5 morts et 8 blessés. Les autres titres. Nous irons également à Marseille au lendemain de l'attaque qui a fait 2 victimes, 2 jeunes femmes poignardées sur le parvis de la gare Saint-Charles. L'État islamique revendique, le parquet antiterroriste mène l'enquête. Où l'on reparle de Mohamed Merah. Le procès de son frère s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris. Abdelkader Merah, poursuivi pour complicité d'assassinat terroriste. Ce sera l'enquête du 8h. Le jour d'après, en Catalogne, les indépendantistes crient victoire après un référendum marqué par de nombreuses violences policières. Et puis, émotion dans le peloton, un cas de tricherie au moteur électrique. Un cycliste amateur arrêté. C'est une première en France. Notre invité à 8h15, François Bayrou, qui veut un peu plus de justice sociale dans le budget 2018. Et tout de suite, direction le parvis de la gare Saint-Charles à Marseille. Le parquet antiterroriste est saisi de l'enquête après l'attaque qui a fait 2 morts hier. 2 jeunes femmes poignardées par un homme, abattues ensuite par des militaires du dispositif Sentinelle. Une attaque revendiquée dans la soirée par l'État islamique. Nous sommes en ligne avec Jean-Sébastien Soldaini. Jean-Sébastien, vous êtes devant la gare. On a l'impression ce matin que les Marseillais n'ont pas envie d'en parler. En tout cas, ils évitent soigneusement le banc où les 2 jeunes étudiantes de 20 et 21 ans, 2 cousines originaires de Lyon, ont été tuées hier après-midi. Plus aucune trace visible, plus aucun périmètre. Sonia travaille à quelques pas de là. Elle est venue la boule au ventre. Qu'est-ce que je vais trouver en arrivant? Est-ce que je vais pouvoir aller vendre, faire mon travail? Je me suis dit, aller bosser avec cette angoisse, c'est un peu compliqué. Je m'imaginais, moi, être à la place de ces malheureuses femmes qui se sont fait égorger. Je dois traverser un parking. Et là, ça nous arrive à nous, mais j'ai du mal à m'imaginer que ça aurait pu passer là. Il n'y a aucune marque, il n'y a rien. Autour du bâtiment, à l'intérieur, gendarmes mobiles et militaires sont partout sous les panneaux d'affichage. Julien est un peu mal à l'aise à l'idée d'attendre son train comme encerclé par des hommes en armes. J'ai jamais vu autant de camions de police depuis que je prends le train. C'est la première fois. De toute façon, c'est juste provisoire pour la journée. Dans 3-4 jours, il n'y aura plus de policiers, il n'y aura plus personne. Et si ça serait ça tous les jours, oui. Mais si c'est là que quand il y a un drame, je vois pas l'intérêt, quoi. Ils vont pas frapper le même endroit la veille. Ils vont frapper ailleurs, comme ils ont fait en Espagne. Globalement, cette présence rassure les usagers qui se disent plus vigilants, mais ils admettent comme résignés que cette vigilance ne durera qu'un temps. Jean-Sébastien Soldaini en direct de la gare Saint-Charles à Marseille pour Europe 1. À présent, un nom qui ressurgit dans l'actualité, celui de Mohamed Merah. Nous parlons de son frère Abdelkader Merah, souvent présenté comme son mentor, son mauvais génie. Il comparaît à partir d'aujourd'hui pour complicité d'assassinat terroriste. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Chloé Triomphe. Bonjour. Personne évidemment n'a oublié les 7 victimes de Mohamed Merah, dont 3 enfants tués dans une école juive de Toulouse. C'était en 2012. Vous allez nous raconter ce que l'on peut attendre de ce procès devant la cour d'assises spéciale de Paris. Mais juste avant, le témoignage d'un autre frère Merah, le grand frère Abdelghani. Vous l'avez rencontré, il a choisi de combattre le terrorisme et aujourd'hui, il a coupé les ponts avec son frère. Je vous avoue que je lui en veux énormément. Je l'ai plus revu depuis les attentats. J'ai pas eu contact avec lui et j'en veux pas. Aujourd'hui, vous pensez qu'on peut avoir des réponses avec Abdelkader Merah dans le box? Moi, je n'y crois guère. Je crois pas qu'il va dire la vérité. Il va rester muet dans son silence. Et je sais que dans cette doctrine, il y a un point de non-retour. Abdelkader Merah l'a largement franchi. C'est un homme dangereux pour vous aujourd'hui? Ce jour, il va sortir et ça restera un danger définitif pour la France parce que je connais ses intentions et je sais qu'il reculera pas. Lui qui voulait tellement se faire surnommer Ben Laden après le 11 septembre 2001, je sais ce qu'il vaut, je sais ce qu'il veut, mettre à genoux la France. Il faut que justice soit faite pour les enfants Sandler, leur papa, pour la petite Monsonego, Imadi Benziatan, Abel Chenouf, Mohamed Le Gouad. Je voudrais faire passer un message à la jeunesse des quartiers dits populaires. J'ai envie de leur dire, c'est pas sur la police qu'il faut jeter les cailloux, mais plutôt sur ces prédicateurs, rabatteurs, recruteurs qui viennent voler vos camarades, vos frères. C'est eux qu'il faut rejeter, c'est eux qu'il faut combattre. Voilà pour ce témoignage et cet appel. Chloé Triomphe, vous allez suivre ce procès donc pour Europe 1. Les enquêteurs sont convaincus que c'est bien Abdelkader Merah, l'homme qui a conduit son frère, Mohamed, à basculer de la délinquance vers le terrorisme. Exactement, parce que lorsqu'Abdelkader Merah procure des livres religieux à son cadet Mohamed durant son passage en prison, eh bien il est déjà un salafiste convaincu. Cela fait plusieurs années qu'il fréquente la cellule dite toulousaine, dont l'un des membres revendiquera 5 ans plus tard les attentats du 13 novembre. Alors selon Samia Maktouf, l'avocate du premier soldat assassiné, Abdelkader Merah a bien joué un rôle crucial.
Nous aurons dans le box le mentor de Mohamed Merah. Abdelkader Merah l'a emmené vers la religion. Abdelkader Merah l'a endoctriné. Abdelkader Merah a façonné Mohamed Merah, son petit frère. Il l'a accompagné psychologiquement. Il y avait une telle emprise sur le cerveau de Mohamed Merah qu'Abdelkader Merah a réussi le pari. Alors, on l'entend, Chloé, l'avocate utilise le terme mentor. Est-ce que ça fait de lui un complice ? Justement, ça sera l'enjeu du procès, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des éléments matériels. Par exemple, Abdelkader Merah a participé au vol du scooter dont son frère s'est servi pour ses tueries. Il a aussi payé le blouson noir qu'il portait. Il est encore soupçonné d'être celui qui a consulté à 2 reprises par Internet chez sa mère l'annonce du soldat Ibn qui vendait sa moto et que Mohamed Merah a tué lors du prétendu rendez-vous d'achat. Enfin, les 2 frères se sont vus justement le matin du premier meurtre et à plusieurs reprises entre les tueries. Ça fait maintenant 5 ans que Abdelkader Merah est en prison. Est-ce qu'il a changé ? Honnêtement, il y a peu de chance. Il a été clair en déclarant au juge, je cite, qu'il ne vendra pas sa religion pour un allègement de peine, qu'il est pour un État islamique et qu'il ne changera pas. C'est ce même homme qui, en guise de signature au bas de ses interrogatoires, a préféré utiliser des sourates du Coran qui reprennent ces mots « menteur » et « mécréant » comme des messages à ses juges. L'enquête du 8h signée Chloé Triomphe. Et puis ce matin, il y a aussi les familles des victimes qui ne veulent plus entendre ce nom, Merah. Nous allons écouter Samuel Sandler. Il a perdu son fils, professeur à l'école juive de Toulouse. Également ses 2 petits-enfants, âgés à l'époque de 4 et 5 ans. Je veux les priver de nom parce qu'eux ont privé de vie mes enfants. J'ai l'impression que c'est encore une autre manière de les assassiner, d'avoir toujours ce nom-là sans cesse. Et encore pendant 1 mois, ça va être tous les jours. C'est lui accorder une étincelle d'humanité, ce que j'ai toujours refusé. On ne peut pas avoir une immunité quand on tue un enfant de 3 ans, la tétine à la bouche et qu'on filme. Même les nazis ne faisaient pas ça. Samuel Sandler, propos recueillis par Chloé Triomphe. Le procès doit durer jusqu'au 3 novembre. Europe 1, il est 8h07. Nous vous le disons dans les titres, c'est l'information de la nuit. Un incendie dramatique à Mulhouse dans un HLM. Le bilan est déjà lourd, 5 morts et 8 blessés. Tout de suite, le témoignage d'une voisine, elle s'appelle Sarah, propos recueillis à l'instant par Arthur Nbaché. Le temps que les pompiers arrivent, on a vu les gens crier par la fenêtre, essayer de sauter par la fenêtre. Et puis la panique des gens le soir, tout le monde au couché au parterre. Et puis ils ont vu une flamme sortir de la cave, ils ont dû fermer la porte de l'immeuble et après tout le monde a dû passer par la fenêtre. Il n'y avait plus possibilité de passer par la porte d'en bas parce qu'il y avait de grosses fumées dans le couloir et on a aidé un petit garçon de 11 ans, on l'a aidé. Il était, je crois que c'est un des décédés parce que il était tout noir, on l'a porté, on l'a mis de côté le temps que les pompiers arrivent et voilà, et ben on s'en concernait. J'ai un fils de 12 ans, voilà, et on se demande pourquoi est-ce qu'ils mettent pas, je sais pas moi, comme en Amérique, des échelles dehors, derrière, pour que les gens puissent sortir avant que les pompiers n'arrivent, je sais pas. Propos recueillis par Arthur Mbaché, correspondant d'Europe 1 dans l'Est. Je vous rappelle le dernier bilan de cet incendie dans un immeuble de Mulhouse, 5 morts et 8 blessés. Et puis une information Europe 1, un autre incendie cette nuit. Il a eu lieu cette fois à Sarcelles, en banlieue parisienne. Bilan 1 mort, 3 blessés dont 1 dans un état grave. C'est un scooter qui a pris feu dans le hall de l'immeuble. Un point de non-retour entre Barcelone et Madrid. Les indépendantistes crient victoire après leur référendum, mais impossible de vous donner des chiffres fiables ce matin, tant le scrutin s'est déroulé de façon chaotique, avec énormément de violences policières. De son côté, en tout cas, Madrid reste inflexible. Il n'y a pas eu de référendum, mais une simple mise en scène, c'est ce qu'affirme le Premier ministre Rajoy. Il ne cédera rien aux séparatistes de Barcelone, où nous retrouvons l'envoyé spécial d'Europe 1, Sébastien Krebs. Rien ne sera plus pareil. Après les coups de matraque, les tirs de balles en caoutchouc, comment imaginer une réconciliation, se demande cet étudiant. Quelque chose s'est rompu définitivement. Ils ont montré quelles étaient leurs méthodes. La violence dans les bureaux de vote avec la police et l'armée. Désormais, nous n'appartenons plus à ce peuple espagnol. Nous en sommes détachés. Certes, les frontières ne se fermeront pas en un jour. Mais pour lui, comme pour Francisco, le chemin est maintenant tracé. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Ils ont franchi une ligne rouge qu'on pensait infranchissable. Et je pense que l'Europe doit réagir et s'impliquer. Devant les images que l'Espagne envoie au monde, personne ne peut rester indifférent. Je n'attends plus rien de Madrid, conclut-il. Johan, la soixantaine, est plus mesuré. Il s'ouvre une perspective énorme. Mais la première possibilité, c'est parler. Pour obtenir quoi? Une relation différente. Mais l'indépendance, il n'arrive pas de suite. Il faut négocier à petit. Tous ne voient plus aucune autre issue possible qu'un divorce pur et simple, un divorce qu'ils estiment désormais engagé. Barcelone, Sébastien Krebs, Europe 1.
L'actualité économique est une mauvaise nouvelle pour le gouvernement. Bonjour Daniel Fortin. Bonjour Jean-Philippe. Journal Les Échos, vous nous parlez du régime de retraite des salariés du privé qui devrait retomber dans le rouge et ça, ce n'était pas du tout prévu. Non, pas du tout. Jusqu'à présent, on tablait sur un excédent d'1 milliard d'euros en 2020. Finalement, ce sera un déficit de 3 milliards. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, plusieurs paramètres ont changé. La démographie d'abord, avec une espérance de vie qui s'améliore encore. Les cotisants ensuite, il y en a de moins en moins, notamment parce que l'immigration ralentit. Et puis, autre changement, l'effet bénéfique du recul de l'âge de départ à 62 ans s'estompe, ce qui fait moins d'économies. Et puis, il y a un autre point, c'est une astuce comptable qui a conduit le gouvernement précédent à prélever 3 milliards d'euros sur les autres branches de la sécurité sociale pour renflouer l'assurance vieillesse. Alors, quand on vous écoute, on se dit qu'il y a un sujet sensible. Est-ce que ça veut dire qu'il faudra à nouveau repousser l'âge du départ à la retraite ? Alors, c'est une option qu'avait clairement écartée Emmanuel Macron dans sa campagne présidentielle. Lui veut instaurer un régime par points sans changer l'âge de départ ni relever les cotisations, mais incontestablement, ces chiffres changent la donne. On va clairement vers de nouveaux déficits pour l'ensemble des régimes de retraite, donc il faudra prendre des mesures et ça pourrait être un ralentissement de la progression des pensions. L'éclairage de Daniel Fortin du journal Les Échos. Cette dernière minute dans l'actualité aux États-Unis, la police intervient actuellement contre un tireur à Las Vegas. Pas plus de précision pour l'instant. De mémoire de cycliste, on n'avait encore jamais débusqué pareille tricherie sur les routes de France. Un moteur caché dans un vélo, carrément. Le coupable est un amateur et il participait hier au Grand Prix de Saint-Michel de double, c'est en Dordogne. Le récit d'Axel May. Il marchait comme un avion, raconte Pascal Chanteur, président du syndicat national des coureurs, intrigué par ses performances récentes dans le Périgord. C'est-à-dire que là, vous faites plus du vélo, vous faites de la moto. Aujourd'hui, les moteurs sont susceptibles d'être vendus à hauteur de 3 à 4 000 euros. C'est pitoyable. Le suspect aurait utilisé un moteur alimenté par une batterie dissimulée dans sa gourde. La première fois que du dopage technologique a été avéré, c'était en janvier 2016. Lors des mondiaux de cyclocross, une jeune Belge avait été suspendue 6 ans. Depuis, au moins un autre cas a été rapporté lors d'une course en Italie. En France, la Fédération de cyclisme redoute que les tricheries se multiplient dans le milieu amateur, qui ne dispose pas des mêmes moyens de détection que le cyclisme professionnel. Sur le Tour de France, des tablettes permettent de scanner les vélos, mais leur efficacité est mise en doute par l'Union cycliste internationale qui devrait annoncer prochainement un renforcement des mesures de détection. Axel May. Et puis la victoire de Marseille hier face à Nice, 4-2. Marseille, 3e du championnat ce matin. Merci, c'était Jean-Philippe Ballas pour le journal. Europe 1.